Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire pour ou contre l'organisation scientifique du travail, non, du télétravail, je me trompe à chaque fois. Voilà, j'ai une petite blagounette pour démarrer. Donc moi c'est Julien Victor d'Evoluea et donc on propose de la formation, de l'accompagnement et du conseil dans tout un tas de thématiques. Et là aujourd'hui, la thématique c'est lié au télétravail et à l'organisation scientifique, plus précisément du télétravail. Donc, je suis avec Julien Fichet de Systorga qui va nous parler un petit peu de ce sujet et qui va pouvoir nous en dire plus sur lui. Alors, qui es-tu? Qui es-tu, Julien? Oui, bonjour Julien et bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à participer à cet événement Evoluea. Donc effectivement, je vais peut-être commencer par me présenter puisque je vais animer avec toi cet événement sur le télétravail. Donc globalement, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la prévention des risques et dans tout ce qui touche à la santé, la sécurité de l'homme au travail. Et puis, au-delà des expériences professionnelles que j'ai pu avoir en entreprise, j'ai également repris un certain nombre de formations et je suis aujourd'hui titulaire d'une double certification, une certification de coaching professionnel en entreprise, donc tout ce qui touche en fait à la psychodynamique des groupes humains. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe entre les individus qui doivent coopérer sur les lieux de travail? Et puis une autre certification qui touche plus à l'organisation globale du travail avec une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis intervenant en organisation, formateur, consultant, et puis j'accompagne beaucoup de structures sur les problématiques qui touchent à l'humain en général. Voilà. Donc par rapport au sujet d'aujourd'hui, effectivement, on a proposé, on vous propose de réfléchir au télétravail et effectivement avec ce petit jeu de mots en disant pour ou contre l'organisation scientifique du télétravail. Et puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi on vous fait cette petite blague pour démarrer. Donc, avant toute chose, ce que j'aimerais savoir par rapport aux personnes qui nous suivent actuellement, puisqu'on est en live, c'est qui est aujourd'hui manager, qui est en situation de manager ou l'a été dans sa carrière professionnelle à un moment donné. Voilà, ça permettra déjà de voir si les personnes qui sont là et qui nous écoutent sont plutôt des managers ou au contraire des personnes qui n'ont pas d'équipe à manager. Alors, allez-y, laissez. Alors, le principe, c'est qu'en fait, des questions vont peut-être être posées à des moments. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire en disant, bon, je suis manager, moi, enfin voilà, OK? Comme ça nous permet d'avoir un petit retour et d'être en interaction avec vous directement sur les questions que Julien va vous poser. Voilà, tout à fait, puisqu'en fait, le sujet du télétravail, il est intimement lié en fait au management. C'est comment est-ce qu'on va manager aujourd'hui des équipes avec un télétravail qui s'est mis en place de manière un peu brutale, urgente, avec la crise sanitaire, et puis qui est en train de se mettre en place progressivement dans les entreprises. Juste un premier chiffre aussi clé, une étude du ministère de l'Emploi et du Travail vient de sortir et un chiffre a été donné par le ministère, c'est 60% des entreprises en France qui envisagent de négocier un accord collectif sur le télétravail. Donc ça prouve bien aujourd'hui que les entreprises réfléchissent et envisagent en fait de cadrer, de négocier des conditions de mise en place d'un télétravail. Alors, pas forcément un télétravail systématique comme on a pu avoir pendant la crise sanitaire. Par contre, la conservation, on va dire, de ce mode de travail de manière quand même beaucoup plus importante qu'avant la crise sanitaire. Et donc ça va amener un type de management hybride avec à la fois des personnes qui ne peuvent pas télétravailler, des personnes qui peuvent télétravailler, et puis des personnes qui vont se retrouver pas forcément en même temps sur les lieux de travail, etc. Donc, on parle aujourd'hui de management hybride, d'où la question, voilà, est-ce que vous êtes manager? Alors, en général, les personnes qui suivent ce type d'événement sont pour la plupart du temps des managers. Et donc, ça m'amène à deux questions. Euh,
que je pose généralement quand je croise un manager, je lui pose la question, je lui dis: «Est-ce que pour toi, tu as la capacité d'améliorer l'engagement des personnes de ton équipe?» Et en général, les managers répondent oui à cette question en disant: «Bah oui, bien sûr, j'ai la possibilité, en fait, d'augmenter l'engagement, de mes collaborateurs». La deuxième question souvent que je vais lui poser, c'est: «D'accord, OK, donc tu peux, donc favoriser l'engagement de ton équipe. Est-ce que tu penses que tu peux, motiver les membres de ton équipe?» Et en général, là aussi, les personnes répondent oui à cette deuxième question en disant: «Bah oui, forcément, c'est mon rôle et je dois motiver, mon équipe, je dois motiver les membres de mon équipe». Et là, bon, bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, un manager, a un rôle, vraiment particulier, un rôle vraiment important, dans une organisation et en fonction de ce qu'il va faire, en fonction de l'organisation du travail qu'il va mettre en place, en fonction aussi des relations au travail qu'il va mettre en place, qu'il va favoriser. Quelles sont les relations que je souhaite mettre en place au sein de mon équipe? Eh bien, par rapport à ces 2 choses-là, il va augmenter, il va favoriser en fait l'engagement, des membres de son équipe. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que sur la motivation, c'est beaucoup moins vrai. On ne peut pas, en fin de compte, motiver, quelqu'un. Vous allez, très rapidement le comprendre puisqu'en fait, y compris même dans la langue française, quand on dit motiver quelqu'un, en fait, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est, se motiver. Ça existe. On peut se motiver. Ce qui existe également, c'est motiver un acte, motiver quelque chose. On peut motiver un courrier. Mais motiver quelqu'un, ça n'existe pas dans la langue française. Tout simplement parce que la motivation, en fait, elle est intrinsèque et donc c'est la personne qui, parce que autour d'elle, il y a un environnement, il y a un projet qui fait sens pour elle, bah là, elle va se motiver. Par contre, en tant que manager, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je voulais déjà aussi, poser, un peu ces 2 notions d'engagement et de motivation parce que très souvent, on fait, des confusions, par rapport à ça et donc bah, forcément on oriente, bah, pas forcément bien, on va dire, nos actions quand on est déjà dans ce type de confusion-là. Donc ça veut dire 2 choses, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément chercher à motiver les gens en tant que manager. Par contre, ça veut dire que en tant que manager, l'organisation du travail et les conditions de travail que je vais mettre en place ont un lien direct sur l'engagement de mon équipe. Et donc, la manière dont les managers et les entreprises vont gérer la mise en place du télétravail va avoir un impact direct sur l'engagement des personnes. Donc, on est aujourd'hui face à un sujet qui est extrêmement stratégique. Extrêmement stratégique. Alors, pour continuer un peu à planter le décor et puis à prendre un petit peu aussi de recul sur tout ça avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je pose souvent aussi 2 questions aux personnes. La première, c'est: est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Organisation scientifique du travail, l'OST, et de Taylor? Ça, c'est une question que je pose généralement. Et une autre question aussi, c'est: est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mary Parker Follett? Alors en général, tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler de l'Organisation scientifique du travail et de Taylor, le Taylorisme. Le Taylorisme, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est quelque chose qui a été développé il y a à peu près un siècle aux États-Unis, avec une décomposition des tâches et avec voilà, vraiment cette notion d'éviter que les personnes aient besoin de travailler ensemble pour faire la tâche qui leur est confiée. Donc ça, tout le monde connaît. Alors pourquoi est-ce que ça a été autant développé? Bah, tout simplement parce que au moment où on a connu la révolution industrielle et qu'on a commencé à développer des lieux de travail avec des usines, par exemple, c'était très nouveau de faire travailler autant de gens en même temps sur le même lieu.
Et on a fait venir des personnes, à la fois, on va dire, des milieux plutôt ruraux, qui étaient au départ plutôt agriculteurs, par exemple. Et on a fait venir donc des personnes comme ça dans des usines, des personnes qui n'avaient pas forcément de qualification et qui, voire même, ne savaient pas lire et écrire. Et donc, pour simplifier la réalisation des tâches, on a mis en place l'organisation scientifique du travail et on a mis en place également des procédures, du contrôle et puis un management très directif pour que le travail soit fait. Alors, la deuxième question concernant Madame Follette, puisque c'est une femme, là, souvent les gens me disent non, je ne connais pas, jamais entendu parler de cette personne-là. Et ce qui est assez surprenant, c'est que pourtant, c'est quelqu'un qui, à la même époque que Taylor et au même endroit aux États-Unis, était assez connu et a développé également toute une théorie autour du management, autour des organisations du travail, de comment on peut faire fonctionner le travail, et qui était à l'opposé de Taylor. C'est-à-dire que cette personne, elle a développé tout un courant de pensée autour de la confrontation et des conflits constructifs, productifs. Donc pour elle, le travail en groupe génère des conflits, mais ces conflits sont source de création et de solutions productives. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a deux idéologies complètement différentes, parce qu'à l'inverse, Taylor lui disait il faut éviter de faire travailler les gens ensemble, parce que le travail collectif amène des résultats désastreux. Voilà, donc il y avait vraiment une guerre idéologique entre ces deux personnes-là. Voilà, alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, un siècle après, c'est qui, d'après vous, a remporté cette guerre idéologique? Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. On peut le dire de manière assez affirmative. Taylor a vraiment remporté cette guerre idéologique qui a eu lieu il y a un siècle aux États-Unis. Et il y a tout un courant d'organisation qui s'est mis en place autour de l'organisation scientifique du travail. Et donc ça, aujourd'hui, cette histoire que je viens de vous raconter, infuse encore beaucoup la culture des organisations, l'organisation du travail, le type de relation que les personnes entretiennent au travail. Et donc, ça, c'est extrêmement important d'en être conscient, parce que ce sont ces manières de faire qui ont un impact direct sur l'engagement, la motivation des personnes. Alors, on va juste continuer encore 2-3 minutes sur un peu de l'histoire et de la culture générale avant de rentrer plus sur de la technique et sur le télétravail. Et on va parler des grands types d'organisations qui sont encore très présents aujourd'hui en France. Je vais vous parler de la France, puisque moi, je vais vous parler de ce que je connais. Je n'interviens pas à l'international. J'interviens dans tout type d'organisation en France. Et donc, quand on fait des diagnostics, quand on fait de la formation, quand on fait de l'accompagnement dans ce type d'organisation, nous, on a des outils qui nous permettent de savoir comment fonctionne une organisation. Et donc, je vais vous parler encore pendant quelques minutes de cette culture et de ces types d'organisation. Si on prend la fonction publique en France, aujourd'hui, elle est très marquée par une façon de travailler qu'on appelle le paradigme Ambre. Et l'image, c'est l'armée. La métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est l'armée. C'est-à-dire que la fonction publique aujourd'hui en France, moi j'ai pu le constater à plusieurs reprises, fonctionne un peu comme dans l'armée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire très pyramidal, ça veut dire avec beaucoup de procédures, avec aussi la recherche de reproduire ce qu'on a fait l'année dernière, l'année d'avant, cette année et les années à venir. Donc une recherche de la conformité. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un paradigme qui est encore très présent dans la fonction publique, un peu moins dans le secteur privé aujourd'hui. On a ensuite un autre type d'organisation
qui a vu le jour après celui que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle le paradigme mécaniste. Donc c'est logique qu'on ait cette organisation qui soit apparue parce qu'à un moment donné, on a dû produire des biens et des services qui ont nécessité des investissements lourds, notamment dans le domaine industriel. Et donc on a développé une vision capitalistique de l'organisation et des entreprises. Donc dans ces organisations-là, on avait donc acheté par exemple des machines qui coûtaient très cher, on a beaucoup investi et donc on a voulu optimiser vraiment beaucoup ces investissements-là. Et il y a toute un nombre important, on va dire, d'organisations qui ont été et qui le sont encore dirigées par des personnes qui ont plutôt une formation d'ingénieur. Donc on fait des grandes écoles d'ingénieurs et qui donc mettent en place des organisations mécanistes. Ça veut dire on a des indicateurs de performance, on a des tableaux et on pilote. On pilote ça de manière très précise et on va fermer les robinets d'un côté, ouvrir un peu de l'autre, réguler, etc. pour obtenir une performance la plus importante possible. Donc ça vit encore aujourd'hui, mais ça cohabite avec une nouvelle forme d'organisation qui est plus récente, même si franchement ça existe depuis 20-30 ans aujourd'hui en France, avec un troisième type d'organisation. La métaphore, ça serait la famille. Ça serait la famille, et ça a été mis en place parce que à un moment donné, il a fallu prendre en compte plus l'humain. Voilà. Donc, pour des raisons également sociales, des évolutions plus globales, et aussi parce qu'il a fallu produire des biens et des services plus complexes qui nécessitaient de la coopération transversale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus travailler en silo avec, dans l'atelier, il y a ceux qui produisent et qui fabriquent sur les machines, et puis dans les bureaux, il y a les gens qui font plutôt l'étude, les bureaux d'études, la commercialisation, etc. Non, il a fallu mettre en place de la coopération parce que les produits, les services sont devenus plus complexes à fabriquer, à fournir, et donc là, il a fallu mettre en place de la coopération. Et à ce moment-là, on a mis en place ce paradigme et notamment le management participatif. Donc aujourd'hui, on en est là, quelque part, dans les organisations, avec un mélange à la fois encore beaucoup d'organisations mécanistes et puis d'une organisation basée sur les valeurs, basée sur un projet commun avec la famille. Voilà, donc je ne sais pas si vous souhaitez intervenir dans Et le voilà, chat ou dans les justement, commentaires. j'allais te couper 2 secondes. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des interrogations sur ce que Julien est en train de traiter, n'hésitez pas à poser des questions, même d'autres. De toute façon, on lui posera directement et puis il essaiera d'y répondre pour le coup. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc en tout cas, d'un point de vue général, aujourd'hui, ces deux types d'organisations sont très très présentes en France, c'est-à-dire à la fois une vision mécaniste et une vision de la famille, avec une prise en compte du facteur humain, une prise en compte de l'humain qui est quand même grandissante. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, ces dernières années avant qu'on traverse cette crise sanitaire? Eh bien, c'est le développement de ces deux types d'organisations, le développement d'un management participatif, et puis en même temps un environnement qui est devenu de plus en plus complexe. Et au niveau de l'engagement des collaborateurs, on a aujourd'hui, par exemple, l'IBET, l'indice de bien-être au travail, qui est calculé à partir de centaines de milliers de données sociales en France. C'est très représentatif et qui mesure l'engagement des salariés en France, et on mesure en fait un désengagement progressif. C'est de plus en plus difficile en fait de maintenir les personnes engagées en fait au travail. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Et donc, ce qui s'est passé en 2020 avec la crise sanitaire, c'est qu'on était déjà avec un désengagement progressif depuis quelques années, et on a dû faire face à quelque chose de complètement inédit, de complètement imprévu, et il a fallu en urgence trouver des solutions
par rapport à une crise sanitaire qui a contraint les entreprises à développer d'un coup le télétravail, avec des recommandations très fortes de la part des pouvoirs publics qui ont dit à un moment donné, tout ce qui tout ce qui peut se faire en télétravail doit se faire en télétravail. Et donc là, on a mis en place de manière un peu urgente le télétravail, et on est passé d'une situation A, celle où il y avait déjà un désengagement, où on avait nos habitudes, etc., à une situation B, où là, les personnes se sont retrouvées en télétravail obligatoire pour un grand nombre de personnes, avec aussi des personnes qui, pour le coup, ne pouvaient pas télétravailler et se retrouvaient seules au travail avec leurs collègues qui étaient à distance, avec des impacts aussi très forts sur la vie personnelle, avec des contraintes familiales, par exemple, à gérer en même temps qu'on était en train de gérer sa vie professionnelle. Donc, des managers qui ont complètement également perdu leur repère pendant cette période-là, et puis des personnes qui ont dû trouver en autonomie des réponses directement parce qu'il fallait bien en fait poursuivre l'activité, assurer la continuité des activités. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, et ça n'a pas duré 15 jours, ça n'a pas duré 2 mois. Ça, c'est aussi un élément très important qu'il faut absolument souligner, c'est que cette période-là, elle a duré 18 mois. Donc en 18 mois, il se passe beaucoup de choses, et puis ça vient en fait impacter vraiment ce qu'on appelle la psychodynamique d'un groupe. Voilà, donc excusez-moi, je vais arrêter de jargonner et puis je vais essayer de vulgariser, mais en fait, grosso modo, il y a des choses qui se passent en termes d'interaction quand on est au travail avec ses collègues, avec son manager, avec sa direction, etc. Et puis ça, s'il y a un changement qui se produit, mais que ce changement, il ne dure pas très longtemps, on va vite revenir en fait à nos habitudes, à nos façons de faire habituelles, etc. Par contre, quand ce changement, il est global et qu'il a une durée suffisamment importante, là, ça laisse vraiment des traces qui ne sont pas forcément visibles tout de suite, mais qui vont avoir des répercussions pour toutes les années à venir. Et là, on est dans cette situation-là. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et les pouvoirs publics et puis aussi beaucoup d'acteurs reconnus dans le domaine des ressources humaines ont lancé des études par rapport à ça. Je vais citer, et d'ailleurs on va le fournir à tous les participants, hein, l'étude de l'ANDRH et puis une autre étude aussi de la DARES qui ont commencé à mesurer les impacts psychologiques de cette crise sanitaire sur les personnes au travail. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des impacts psychologiques qui sont importants, qui sont vraiment importants et qui vont laisser des traces. Et donc, ça veut dire que maintenant, il y a deux solutions. Soit, quand on est une organisation, quand on est une entreprise, on se dit, je continue à fonctionner comme je le faisais avant, sans accepter que cette crise, elle est venue modifier des choses. Et donc, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que la manière dont je fonctionne ne soit plus adaptée, mais tant pis, je continue comme ça, et puis on verra. Ça, c'est une première solution. L'autre solution, c'est de se dire, non, attends, moi, il y a quand même des spécialistes, il y a quand même des études qui me disent que cette crise, elle a un impact sur mes salariés. Et mon entreprise, c'est comme un organisme vivant, puisqu'elle elle est composée d'hommes et de femmes qui viennent au travail et qui interagissent à la fois en interne, mais aussi en externe, avec des clients, avec des prestataires, etc. Et s'il y a des impacts, moi, je veux les comprendre, je veux les prendre en compte, et donc je suis prêt à remettre en question des manières de faire que j'avais avant, et je suis prêt en fait à changer un certain nombre de choses.
Alors, je te coupe 2 secondes, Julien, parce que ça me fait penser à quelque chose. En fait, ce que tu dis, c'est que là, tu parles d'un postulat où on parle du chef d'entreprise ou enfin, du dirigeant qui va se poser ces questions-là. Je dirais, comment dire, pas peu importe, hein, parce que ça conditionne quand même beaucoup de choses, hein. C'est le dirigeant qui choisit sa politique et qui met en place des choses pour pouvoir avancer, qui organise le travail. Donc, ok, d'accord. Mais par contre, il y a les salariés derrière. Et les salariés, eux, ils ont pris des habitudes de travail. Ils sont peut-être habitués, ça leur plaît peut-être, ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais c'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, je vais prendre des décisions. Alors, ça revient un petit peu à ce que tu disais, hein, sur le deuxième choix en fait que le dirigeant va faire en fait, hein. Ça revient un petit peu à ça, mais je ne peux pas dissocier ma décision de l'équipe avec laquelle je travaille, des collaborateurs avec qui je travaille. Parce que si, par exemple, moi, j'ai une vision, on va dire, je bouge rien, le code du travail, effectivement, me dit que je dois favoriser le télétravail depuis tant de temps, mais bon, en fait, ça ne me convient pas trop, et puis je préfère fliquer ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça se passe très bien là, comme c'est aujourd'hui. Enfin, comme c'était avant le Covid, justement, je ne mets pas de télétravail. Par contre, mes salariés, eux, étaient en télétravail et donc se sont dit, bah, ouais, c'est quand même pas mal, peut-être qu'une journée par semaine, c'est quand même assez intéressant. Ça me permet de pouvoir faire des choses que je n'aurais pas pu faire par ailleurs, de traiter peut-être des dossiers différemment, sans l'environnement qui peut me perturber des fois ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, en fait, si tu veux, juste me pose cette question-là. Comment tu fais, toi, en tant que dirigeant, quand derrière, il y a des choses qui se sont mises en place, qui venaient pas c'était pas volontaire, en fait. Ça a été imposé à nous. Ça a été imposé à nous, ça s'est mis en place. Et comment tu fais quand tes salariés, eux, ne te suivent pas sur la décision que tu as? Oui, alors effectivement, c'est très important de se dire que ce qui est à faire à partir de maintenant, c'est de redéfinir les conditions d'un engagement réciproque. Voilà, nous on l'appelle comme ça. Et effectivement, cet engagement réciproque, c'est un engagement entre l'organisation, l'employeur, le comité de direction et les salariés. Oui, Et donc c'est ça. C'est-à-dire que la décision, en fait, en gros, moi, en tant que dirigeant, je vais donner la décision finale, on est bien d'accord, mais par contre, ma décision enfin, la décision ne tient pas qu'à ma propre personne, en fait. Euh, en tout cas, moi, je le déconseille très fortement. ouais, C'est pour ça que je d'accord. parle d'engagement réciproque. Et Ouais. c'est pour ça que tout à l'heure, je citais les 60% d'entreprises qui envisagent la mise en place d'un accord sur le télétravail, un accord collectif. On sait que les accords collectifs, ça passe par des négociations avec les différentes parties prenantes. Et là, moi, je recommande vivement qu'avant que ces accords se négocient, on se prépare, on réfléchit, on fait le bilan. En fait, c'est vraiment ça, c'est de faire le bilan de ce qui s'est passé. Et qui de mieux placé que les salariés eux-mêmes pour faire le bilan avec vous? Parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été très positives et puis des choses qui ont été très négatives. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fonction de la situation des personnes, on n'est pas égaux face au télétravail. Oui. Si je fais un travail que je peux faire facilement en autonomie, ou Oui. si je fais un travail alors que je dépends de beaucoup de personnes, si je suis dans une catégorie socio-professionnelle avec plutôt, je suis quelqu'un de jeune avec des enfants, ou si je suis quelqu'un de plus âgé ou j'ai pas d'enfants, etc. Tout ça, en fait que la situation est très complexe. Et donc, au lieu de se précipiter à négocier des accords, moi, je pense qu'il faut déjà prendre un temps de bilan. Et ce bilan-là, ça s'apprend de Oui, faire c'est ça, ce. justement, ce que j'allais te poser comme question, c'est, je suis dirigeant, quelles sont mes armes, quoi? Moi, aujourd'hui, je me retrouve confronté à une obligation qu'on m'a imposée jusque-là. Je dois prendre une décision. Alors, effectivement, les décisions collégiales sont toujours plus acceptées, on va dire. Quand on est dans du collectif, c'est beaucoup plus accepté que quand on prend la décision seule. Mais comment faire, quoi? Ouais. Tu vois? Oui, et là, il y a un gros travail en fait à faire au niveau vraiment. Moi, je parle de culture managériale pour globaliser tout ça. Mais c'est comment un manager est capable de faire ce bilan avec son équipe à son niveau. Quelle posture il a, quelle communication il adopte, quelles questions il va poser,
Quelles sont les règles de fonctionnement de l'équipe? Est-ce que dans cette équipe, est-ce que le manager, il a une posture qui est suffisamment sécurisante pour que les gens osent s'exprimer? C'est toutes ces questions-là en fait qui se Oui, c'est posent, hein. ça. En fait, Voilà, donc ça vient soulever d'autres problématiques. Concrètement, là, ce que tu es en train de me parler, c'est entre autres lié au RPS, tout ça, etc. En fait, on n'est pas que sur, on n'est pas que sur le télétravail en soi. En fait, le télétravail est un révélateur de ce qui peut se passer dans l'entreprise, quoi. Et c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, puisque forcément, il va y avoir des demandes de plus en plus et qui sont de plus en plus fortes. Et tu parlais des 60% des entreprises qui veulent l'instaurer de manière régulière, en fait, hein, du coup. Hein. Oui, forcément, ça vient soulever des problématiques. Alors, du coup, je pose une question. J'ai été forcé, moi je suis dirigeant, j'ai une entreprise, 100, 200 salariés, peu importe en fait, peu importe le nombre, hein, parce que c'est à peu près la même chose, hein, après la gestion n'est pas la même, mais voilà. J'ai une entreprise, j'ai une centaine de salariés, et puis j'ai été obligé de mettre en place du télétravail, ce que je déteste, je ne veux pas de télétravail dans mon entreprise, moi je n'en veux pas en fait à la base. Hein. Et je suis plutôt quelqu'un qui a un profil, on va dire, très très directif, mécanisme. mais voilà, je laisse pas trop d'autonomie, je prends les décisions sans forcément que ce soit collé. Comment je fais là? Comment on peut atteindre cette personne-là et comment on peut parce que moi je suis DRH par exemple, je suis DRH, j'ai bien conscience de la problématique que ça pose. Comment est-ce que je peux faire? Oui, alors c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de préparation. Ouais. Pour moi, je vais parler de formation, hein, pour être très concret. Moi, je pense que ces changements-là, c'est des changements qui se préparent, c'est des changements sur lesquels on a besoin de se former pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, on est là-dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par rapport au télétravail, qui ont commencé à dire: «Ouais, mais en fait, ça renvoie à la question de la confiance, ça renvoie à la question de la responsabilité individuelle, ça renvoie à la question de la transparence en termes d'information, du contrôle, et Oui, cetera». Et en fait, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais des risques psychosociaux. On sait aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'études, on commence à avoir beaucoup de recul sur les risques psychosociaux. Il y a même, on en reparlera peut-être, mais voilà, la première norme mondiale de gestion de la santé psychologique sur le lieu de travail qui vient de paraître, l'ISO 45003. Donc, on commence aujourd'hui à avoir de la maturité sur ces sujets-là. Et on sait que les risques psychosociaux, c'est l'organisation du travail et c'est les relations au travail. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut agir. Et donc, effectivement, cette question du télétravail, ça soulève tout ça derrière. C'est-à-dire comment un manager met en place une bonne organisation qui favorise l'engagement, la coopération et qui limite les risques psychosociaux. Il y en aura toujours, voilà, c'est sûr, mais qui les limite, qui fait de la prévention, qui limite tout ça. Et puis, c'est quoi les relations en fait entre les personnes? Et c'est vrai que quand on commence à avoir du télétravail, et donc du travail hybride, il faut adopter de nouvelles manières de faire pour maintenir ces relations au travail. oui, bien sûr, bien Parce sûr. que les gens sont éparpillés, les gens sont derrière des écrans, etc. Et donc, pour en revenir à ta question, effectivement, un dirigeant qui n'a pas du tout cette culture, ça va être compliqué pour lui parce que s'il était vraiment opposé au télétravail, c'est pas dans sa culture, il a dû le faire quand même contraint et forcé. Mais aujourd'hui, il a des salariés qui l'ont vécu. Et comme tu l'as dit, c'est des salariés qui ont peut-être trouvé tout un tas d'avantages et qui auront envie de les conserver. Oui, Donc, mais est-ce que ça remonte vraiment? Tu vois, alors, Julien, est-ce que ça remonte vraiment? C'est ça le truc. Parce que, tu vois, souvent, moi je me suis confronté, hein, j'accompagne les entreprises sur tout ce qui est système de management, donc 45001, etc., ISO 14001 et autres. Et souvent, on a quand même de la difficulté à faire remonter de l'information qui vient du terrain, quoi. Alors, ça de plus en plus, hein, on le voit, ça, de plus en plus, ça commence à se mettre en place. Mais si tu veux, si l'information ne remonte pas, c'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, avec mes choix, mes décisions et autres,
bah, je continue sur ma lignée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que tu vas créer du mal-être après derrière, parce qu'il y a des questions qui se sont posées. Enfin, alors après, attention, hein, je me doute qu'en tant que dirigeant, on réfléchit aux choses, on se pose des questions quand même. Hein, voilà. Mais voilà, si tu veux, comment Alors, vas-y. non, mais je pense que tu as complètement raison et j'irai vraiment dans ton sens. C'est-à-dire que si on n'organise pas ce bilan avec de la remontée du terrain, il ne se fera pas naturellement ou il ne se fera pas bien. C'est-à-dire qu'il va être vraiment trop partiel, Ah. il ne sera pas représentatif. Donc, il faut Je pense qu'il se fera, organiser. tu vois, je pense qu'il se fera, mais effectivement, il se fera peut-être pas bien. Parce qu'ils ont quand même conscience des choses. Tu vois, c'est pas parce que tu es dirigeant que tu n'as pas conscience des choses. Au contraire, tu as conscience des choses. Mais par contre, effectivement, les décisions parfois peuvent être décorrélées du terrain. Et Voilà, ça, nous, on le voit beaucoup quand on fait des diagnostics. On vient confronter la vision du dirigeant et la vision des équipes. Ça, c'est des choses, nous, qui sont extrêmement importantes pour nous et on le constate. On constate que souvent, c'est normal, parce qu'on ne peut pas tout voir, tout constater, etc. On constate que la vision du dirigeant, elle est souvent partielle, tronquée, influencée aussi par son environnement direct proche. Et on sait que dans une organisation, il y a différents niveaux et qu'il peut y avoir un type de relation, par exemple au sein d'un comité de direction, avec beaucoup de confiance, beaucoup de responsabilités individuelles, de la transparence, où on est capable de se dire les choses. Tiens, attends, toi, en tant que DRH, tu t'étais engagé à faire ça, tu ne l'as pas fait. Là, c'est pas OK. On en est où? Voilà, donc vraiment une bonne coopération au sein du comité de direction. Par contre, à d'autres niveaux dans l'organisation, on n'aura pas ce type de relation. Et oui. donc souvent, le dirigeant, ça, il ne le voit pas parce qu'il est plus loin du terrain, c'est compliqué. Hein. Donc moi, je jette la pierre à personne hein, parce que Non, c'est bien très sûr, bien compliqué ce sûr. qu'on a à faire quand on est dirigeant. Mais justement, c'est pour ça que quand on fait nos diagnostics, nous, on est à la fois sur la vision du dirigeant et on est sur la vision des équipes et on vient confronter ces deux visions-là. Et quand on restitue aux dirigeants ces deux visions, bah là, ça lui permet de ah ouais, ok, je prends conscience de ça, ok, il faut peut-être que je me remette en question, ou je vais aller creuser ça avec mes équipes pour mieux comprendre. Mhm. Et là, on peut prendre des décisions qui effectivement seront beaucoup plus acceptées. Ouais, ouais. Je vais citer C'est ça au François final. Ce qu'on Dupuis. veut, c'est que ce soit accepté en fait. Et Ce qu'on oui, veut, c'est que ce soit accepté et que tout le monde participe à l'effort en fait commun en fait. bien sûr, je vais citer François Dupuis. François Dupuis, sociologue des organisations, qui a écrit 3 bouquins, une trilogie, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, et qui dit en fait la résistance au changement, grosso modo, soit on la prévient et quasiment on n'en a pas, soit on la prévient pas et puis on se dit oh là là, mais sans arrêt, en fait, il y a de la résistance au changement et comment je vais faire pour faire la conduite du changement? Et là, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de Oui, oui. temps. On a investi, il y a des choses qui se font pas, des projets qui se ferment, enfin voilà. Et là, on a beaucoup de déceptions, de frustrations et puis beaucoup aussi de coûts. Hein. Alors, je voudrais quand même citer tout à l'heure, je parlais du désengagement qui est mesuré tous les ans. Il y a un chiffre qu'il faut quand même que les gens aient à l'esprit, c'est que le désengagement, il est évalué par cet indice, encore une fois, qui est basé sur des centaines de milliers de données sociales dans les entreprises, il est évalué à 14 300 euros par an et par salarié. Donc c'est énorme, hein. En fait, c'est une part de la masse salariale en France qui est, je crois que c'est de 27%. Ouais. Donc c'est énorme. Donc on Ouais. a vraiment intérêt en tant qu'entreprise aussi, même d'un point de vue de l'efficacité économique, à travailler là-dessus. Mhm. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Julien, mais ouais. Si, non, non, c'est très clair. Non, 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 c'est très, très clair. J'ai une question. Donc, on parle de prévention aussi liée à tout ça, en fait. Hein. On en discutait aussi tout à l'heure, hein, en off, hein, bien sûr. On parlait de prévention tertiaire, secondaire et primaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, 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 complètement. Euh, une entreprise qui aujourd'hui ne s'intéresserait pas aux impacts de cette crise, elle va faire beaucoup de tertiaires dans les semaines et mois qui viennent. Le tertiaire, c'est quoi? C'est gérer les dommages. Il y Ouais. a du burn-out, il y a des absences pour arrêt maladie, il y a des conflits dans les équipes, il y a des clients qui ne sont pas servis, il y a des délais qui sont dépassés. En fait, ça ne marche pas.
il y a des problèmes, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait du tertiaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est amené à régler des problèmes en urgence sans arrêt. D'accord. Ok. C'est ça en fait, hein, quand on fait ce qu'on appelle du tertiaire en tant qu'intervenant sur les risques psychosociaux. Donc c'est ça. Ce dont on parlait juste avant, quand on parlait beaucoup de formation, en disant les managers devraient être formés à une nouvelle posture de facilitateur, pour faire ce bilan correctement justement. Qu'est-ce que vous appréciez dans le télétravail? Qu'est-ce que vous appréciez pas? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place ensemble? Si vous n'êtes pas d'accord entre vous, quel compromis on trouve ensemble, etc. Ça, c'est une posture de facilitateur. Donc là, c'est de la formation. Il faut former, pour moi, aujourd'hui, toute la ligne hiérarchique à des postures de facilitateurs. Donc ça, nous, on a des programmes, hein, d'ailleurs, avec Evoluea là-dessus, parce que c'est des nouvelles compétences. Ouais. Et ça, on ne les a pas appris. Moi, j'ai été manager, hein, il y a 15-20 ans, j'étais déjà manager, j'ai managé des équipes, et j'ai fait beaucoup de formations management. Et on nous a appris quoi? Poser un cadre, fixer des règles, définir des objectifs, Oui. la confiance n'exclut pas le contrôle, etc. Et donc, c'est très bien. Ça, c'est des compétences qui sont importantes et qui sont utiles. Mais aujourd'hui, il faut compléter ces compétences-là par de nouvelles compétences parce qu'on est dans un environnement qui est plus complexe et qui Ouais, il a bougé, nécessite… quoi. Il a changé. Voilà, ça a bougé. Donc ça, c'est le secondaire. Donc tertiaire, quelqu'un qui ne s'occupe pas de tous ces sujets-là va devoir faire beaucoup de tertiaire, gérer beaucoup de soucis. Et nous, on travaille avec des psychologues du travail qui nous disent aujourd'hui, on a une recrudescence des burn-out. Là, on a des chiffres aujourd'hui officiels qui disent qu'il y a un doublement des situations dépressives au travail depuis le début de la crise. Donc, ce n'est pas un 10% de croissance, c'est x2. Hein. Le psychologue du travail nous dit, en fait, il y a une recrudescence, on est débordé, on ne sait plus comment faire, etc. Donc, c'est vraiment… donc, il y a vraiment une situation qui est critique. On ne pourra même plus, je pense, gérer ces problèmes-là avec du tertiaire parce que les personnes compétentes pour faire ça sont aujourd'hui débordées, pour être clair. Oui. Donc, il va falloir mettre rapidement au moins du secondaire en place, c'est-à-dire former des gens dans l'entreprise pour qu'eux-mêmes soient en charge de le faire tout seuls sans avoir besoin de faire appel à un coach, à un médiateur, à un consultant, etc. Voilà, donc ça, c'est le secondaire. Donc, formez-vous. Et en fait, ce n'est pas formez-vous plus. Moi, je ne dis pas qu'il faut doubler les budgets de formation, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'il faut reprendre les programmes de formation management, par exemple, les adapter, en fait. et changer les objectifs pédagogiques. Oui, on est d'accord. Ouais. Oui, on est Voilà, c'est juste ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire des formations management comme on a toujours fait sur une journée, sur 2 jours, etc. Par contre, le contenu, il ne faut plus faire la même chose parce qu'il faut prendre en compte ces sujets-là. Et puis, ensuite, on va parler de la prévention primaire. Là, c'est quelque chose qui est quand même plus complexe à mettre en place. Et c'est, je modifie non pas les relations au travail et ma culture managériale, mais c'est je modifie l'organisation globale, je modifie ma culture. Là, tu es dans la transformation organisationnelle, quoi. Voilà. Ouais, donc, tu vas plus loin, en fait. Là, tu vas beaucoup plus loin, en fait. Voilà, et ça, nous, on a les outils pour faire ça. C'est ça que j'allais te poser comme question. Du coup, c'est quoi la proposition d'Evoluea de Sysorga là-dedans, quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour le coup? On a déjà de la formation, parce qu'il faut former, encore une fois, les dirigeants, ceux qui vont piloter la transformation organisationnelle pour qu'ils sachent en fait de quoi ils parlent, qu'ils anticipent les impacts, qu'ils puissent en fait se préparer déjà eux-mêmes. On a des diagnostics, donc on a des outils de diagnostic qui permettent en fait de construire une feuille de route derrière et qui est personnalisée à l'organisation. Parce qu'on part de plus ou moins loin, on a des atouts, des inconvénients qui nous sont propres. Donc nous, on adapte toujours notre intervention à l'organisation et donc on est capable de former, de diagnostiquer, de co-construire avec notre client la feuille de route et puis après, du coup, de faire une politique des petits pas. Dire voilà, ok, je vais commencer à changer ça, comment je recrute, comment j'anime mes réunions, comment je fixe mes objectifs, etc. Et donc, nous, on n'est pas du tout dans la préconisation de ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de déconvenues autour de ça. Par contre, on est sur une évolution qu'on co-construit avec notre client, qui est spécifique et qui est basée sur un diagnostic complet. Voilà.
Donc ça, on sait faire aussi. Après, ça dépend de ce que veut l'organisation. Oui, Est-ce c'est ça, il qu'elle y a veut un besoin à un continuer? moment donné. Oui, il y a un besoin à un moment donné et après, voilà, on y répond et on co-construit en fait. En gros, on co-construit une réponse en fait. Voilà, une organisation qui ne ferait pas du tout de prévention, bah, on va faire du tertiaire, hein, on va faire de la médiation, on va Oui, c'est faire de la ça. gestion de conflits. Pas à pas, quoi. Pas à pas en fait, hein. On va accompagner des gens qui sont en épuisement professionnel. Mm. Voilà, bah, c'est mieux que de laisser l'organisation se débrouiller avec tout ça, hein, donc on fait ça. Après, quelqu'un qui se dit non, je veux quand même gérer les choses d'une manière un peu plus préventive et qui justement, tu vois, par rapport au télétravail, se dit je veux organiser des ateliers, des groupes de parole pour faire ce bilan collectif. Bah là, on peut former les managers pour qu'ils sachent comment réaccueillir les personnes quand ils reviennent du télétravail généralisé, organiser des réunions sur ces thématiques-là, ça se prépare. C'est comme tout, Oui, bien sûr. c'est des compétences. Donc on peut faire ça. Et puis, ben, une entreprise qui veut profiter de cette crise pour dire moi je me réinvente, bah, Oui, là on peut, voilà, oui, oui. Ouais, on en peut fait, aller. on en parlait tout à l'heure, plutôt que de réfléchir sur cette problématique en se disant bah c'est une réelle problématique et ça vient ajouter des problèmes à la machine là où il y en avait déjà, c'est de se dire ah bah non mais en fait c'est une problématique mais la problématique elle peut être positive aussi donc il faut la tourner de manière positive et le but c'est de co-construire après autour d'objectifs communs et donc du coup bah là ça peut être un objectif, ça peut être quelque chose qui peut même relancer un petit peu une entreprise d'une certaine manière en fédérant autour d'un sujet comme ça et de se dire bon bah je vais essayer d'amener quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va impulser de l'envie, de l'engagement. Donc, tu parlais d'engagement tout à l'heure, impulser de l'engagement chez les gens. C'est vrai Oui, que c'est vrai. Tout dépend en fait du prisme qu'on a, du prisme qu'on prend et qu'on choisit en fait. Hein. C'est le prisme de départ en fait. Hein. complètement. Complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est convaincus en tout cas que ça peut être une superbe opportunité pour redéfinir un nouveau C'est ça. contrat en termes de fonctionnement. Oui. Comment est-ce qu'on fonctionne à partir de maintenant? On parle beaucoup d'agilité, de résilience. Mais c'est ça, hein. Oui, On est oui. là-dedans, hein. Et On donc, est on là-dedans. accompagne pour pouvoir justement définir le cadre de ce contrat, en fait, pour pouvoir définir les items de ce contrat. C'est ça, en fait, hein, que tu dis là. Exactement. Et C'est c'est ça. vrai que voilà, moi je pense que les DRH ont un rôle qui est extrêmement important à jouer parce que c'est eux qui vont être à la manœuvre pour aller négocier ces accords collectifs sur le télétravail. Et là, bah, c'est l'idée, c'est de dire OK, mais peut-être qu'il vaut mieux le faire dans 2, 3 mois, dans 6 mois, peut-être même un an, le faire plus lentement, Oui, mais oui. le faire collectivement, et Et puis plus intelligemment, quoi. Oui. en ressortir résilient, en ressortir agile, en ressortir avec vraiment un engagement, parce que bon, moi je le dis souvent, et puis on se l'était déjà dit quand on avait fait un événement Evoluea aussi, en fait, l'humain, c'est à la fois la première charge de l'entreprise, parce que souvent, très souvent, c'est la première charge au niveau financier, je parle là Mhm. pour le coup Bien d'un point de sûr. vue économique, quand on prend les salaires, les charges sociales et puis tout ce qui va autour de l'humain, c'est la Mhm. première charge. Mais en même temps, quand on voit ce que l'on peut euh, gagner en termes d'efficacité et puis au niveau économique, hein, je citais les 14 000 euros là, mais en fait, c'est aussi le premier levier. Le premier levier. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, c'est sûr. Tu nous parlais des RPS tout à l'heure. Moi, je bosse beaucoup sur la 45 001 et d'ailleurs, tu as abordé le sujet très rapidement. Euh, Donc, comment j'intègre les RPS et la QVT? Parce que c'est quand même lié, hein, télétravail, RPS, QVT, ça vient poser des problématiques et autres. Comment tu les intègres en fait à la 45 001 parce que tu nous parlais d'une norme qui est sortie. Alors moi, j'étais pas au courant, hein, du coup, j'avoue que j'étais pas à jour là-dessus. Tu m'en as parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, pour moi, le télétravail, il faut l'intégrer dans l'organisation du travail plus globale. Et donc, il ne faut pas oublier déjà le cadre réglementaire. Donc, là-dessus, il y a un cadre réglementaire. Il y a le décret du 5 novembre 2001 sur l'évaluation des risques professionnels. Il y a Mhm. une loi aussi qui vient de paraître, hein, début août 2021, donc le mois dernier, et qui reprécise un certain nombre de choses sur l'évaluation des risques professionnels, qui parle d'ailleurs de l'implication des membres du CSE dans l'évaluation des risques professionnels. Donc on voit que même au niveau du cadre légal,
on est en train d'orienter les entreprises vers quelque chose de beaucoup plus co-construit avec les parties prenantes. Donc voilà, je reparlerai déjà de ce cadre légal-là. Et puis, effectivement, après, il y a le cadre normatif. Il y a l'ISO 45001 qui aujourd'hui existe et qui parle de la prévention au sens large. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, il y a une norme internationale qui s'intéresse à la santé psychologique. Et en fait, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que la santé psychologique, c'est aussi la performance de l'organisation. Oui. Donc, le problème, ce sont les risques psychosociaux, si je vulgarise, et le remède, c'est la culture managériale. C'est-à-dire que si on a la bonne culture managériale, on va mettre en place la bonne organisation du travail et on aura de bonnes relations au travail. Et ça, en fait, c'est l'antidote aux risques psychosociaux. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, moi, je suis très content de voir qu'il y a cette norme internationale qui sort. Nous, on s'en est emparé très vite en se disant que ça pouvait être une opportunité aussi pour des entreprises de se dire, OK, tiens, je vais me challenger, je vais voir où j'en suis. Donc, toujours pareil, avec un diagnostic de départ. Donc, pour voir un peu comment on se situe par rapport à cette norme 45003. Si je me présentais demain devant un certificateur, est-ce que je serais certifié 45003 ou est-ce que je ne le serais pas? Et puis, c'est quoi les axes de travail que j'ai pour améliorer tout ça, quoi. Donc, D'accord. voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une vraie prise de conscience sur l'intérêt de s'occuper de la santé psychologique des salariés. Et puis, c'est l'opportunité, la mise en place du télétravail, de re-questionner tout ça, quoi. Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas à les écrire en commentaire si vous avez des questions, puisqu'on va bientôt, clôturer sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à rédiger vos questions. De toute façon, si vous posez les questions même après, il n'y a aucun problème. Le live sera en rediffusion donc, sur le site evolua.fr. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, si vous avez des dernières questions pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à les poser. Et puis, s'il y en a d'autres après, on y répondra aussi sans souci. Tu veux ajouter quelque chose, Julien, c'est ça? Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas de faire 2 fois plus de formations, mais c'est de réinventer le contenu des formations. C'est pareil pour nous, en tant que cabinet de conseil ou organisme de formation, il faut qu'on se réinvente. Et donc, voilà, il y a peut-être des personnes, je crois qu'il y a des gens qui sont là et qui font le même métier quelque part un peu que nous, qui interviennent aussi dans les ressources humaines, etc. Ou la RSE, tout ça. Et je pense qu'on a une grosse responsabilité, nous aussi, de se réinventer. C'est-à-dire qu'on doit se tenir vraiment à jour de tout ce qui est en train de se passer et de renouveler notre offre. À la fois faire du sur-mesure, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, Julien, tu m'as interrogé là-dessus, et puis je sais que chez Evolua aussi, vous êtes très attaché à cette notion de sur-mesure. Donc effectivement, de toujours se dire, mais OK, mais c'est quoi la situation de mon client, et donc d'être à même de faire du sur-mesure, et aussi, quelque part, d'avoir en ligne de fond une offre qui évolue. C'est-à-dire que cette crise, elle est globale. Donc, on ne peut pas continuer à former et à accompagner avec les mêmes prestations. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'habitudes qui se mettent en place, hein. Quand je suis directeur de formation dans une entreprise, j'ai mes organismes de formation, je travaille avec eux, j'ai l'habitude de développer, de dérouler mon plan de développement des compétences et puis d'acheter telle formation, etc. Je pense qu'il y a vraiment à la fois… ça a un réel impact sur l'organisation de mon entreprise, puisque en fait, si je forme les gens toujours avec le même organisme de formation, je vais avoir les mêmes formateurs toujours, j'ai une vision de la chose. J'ai pas une autre vision, en fait, si tu veux. Donc, l'objectif, c'est pas d'avoir 36 000 visions, mais c'est de savoir ce qui se fait et les différentes approches que l'on peut avoir sur un même sujet ou sur une même problématique donnée, en fait. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment une force. Je suis assez d'accord avec ce que tu es en train de dire. Oui, voilà. Écoute, c'était pas prévu qu'on parle de ça. Oui, c'était pas du tout prévu. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est important parce qu'on est tous concernés et il faut vraiment de la diversité, il faut enrichir, il faut sortir en fait quelque part des façons de faire. Alors, pas n'importe comment, il faut le faire de manière sécurisée. C'est pour ça que
il faut du diagnostic, il faut des compétences, il faut former les gens déjà à l'extérieur de leur poste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un manager de changer ses habitudes du jour au lendemain, comme bien ça, sûr. en live, pendant une réunion. Non, donc il faut l'extraire de son quotidien. Il faut justement qu'il profite de ses temps de formation là où il est tranquille. Il n'est pas sous la pression ni des objectifs, ni la pression de son équipe. Et donc là, il peut apprendre de nouvelles choses, il peut se préparer tranquillement. Et puis après, de retour au poste, on va pouvoir l'accompagner peut-être à mettre en œuvre tout ça. Mais voilà, je pense que nous aussi, on a une vraie responsabilité. Bon, et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur ces sujets-là pour proposer des choses innovantes. Euh, Oui, innovantes, mais sécurisées. C'est-à-dire qu'on oui, ne fait pas n'importe quoi, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers non plus. oui, Donc, bien je ne suis sûr. pas en train de dire qu'il faut jeter tout ce qui a été fait. Il faut être dans une continuité, mais en même temps, quand même prendre en compte ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des bonnes choses qui existent, hein. Après, c'est de capitaliser sur les bonnes choses, de les conserver et même de les améliorer si on peut. Et puis après, c'est justement d'aller chercher ou de creuser ailleurs, puisque le monde change et évolue, l'environnement évolue. Donc, on est obligé, Voilà. nous, de nous adapter. Donc, C'est l'entreprise, ça. c'est pareil, en fait, hein. Donc, Et non, c'est clair. souvent, on en avait déjà parlé aussi, mais souvent, les normes et la réglementation évoluent, mais il y a de l'inertie. Oui, oui. Mm. Donc là, s'il y a des négociations qui se lancent pour des accords sur le télétravail, les réponses aujourd'hui, elles ne sont pas dans les normes, elles ne sont pas dans le cadre législatif, puisqu'aujourd'hui, il n'a pas évolué. Donc Mm. aujourd'hui, c'est à la société civile, c'est-à-dire les entreprises, les syndicats, les De salariés, chercher les organismes de formation, les cabinets de conseil. C'est à nous, en fait, de trouver les solutions. Et donc, c'est super intéressant, mais c'est à nous de nous mettre ensemble et de créer un écosystème comme ça qui permette d'avancer, quoi. J'aime bien ce mot créer en fait, hein, puisque de toute façon, dès qu'il y a un postulat de base et qui nous fait réfléchir sur telle ou telle chose, hein, que ce soit une problématique ou pas d'ailleurs, ça nous fait réfléchir et donc la réflexion nous permet de créer quoi. Et c'est ça qui est important. C'est quand on réfléchit, on crée quoi. Et ça, je pense que c'est important. Et le fait de créer, bah, c'est l'épanouissement individuel et collectif quand on arrive à créer des choses qui soient pérennes dans le temps et qui s'adaptent aussi à notre environnement quoi. Ouais, Je trouve que c'est une force. Je pense que c'est une force. Et là, l'idée, il y a un voilà, vrai c'est ça. moment, là, il y a un vrai sujet sur lequel on peut créer, quoi. On peut vraiment créer Là, ensemble. c'est ça. Mm. C'est ça. L'idée, c'est de développer de nouvelles compétences pour que les gens soient capables de s'adapter à des environnements, on le C'est voit, qui ça. vont être de plus en plus mouvants. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on parle d'agilité, de résilience. Et on sait, alors la bonne nouvelle, il faut quand même qu'on finisse peut-être sur une note très très positive, c'est que en fait la bonne Allez, nouvelle, c'est ton mot de la fin, hein, Julien. C'est ton mot de ah la fin. ok, bon, Vas-y, vas-y. non mais la bonne nouvelle, c'est que on sait ce qu'il faut faire pour qu'un groupe humain fonctionne de manière efficace. Eric Berne, je vais citer Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, qui est psychiatre de formation dans les années 50. Il a déjà identifié ce qui fait une équipe et un groupe humain efficace. Et je l'avais déjà dit l'autre jour quand on avait discuté, mais Google, avec un projet qui s'appelle le projet Aristotle, je crois que c'était en Oui, 2013, oui, quelque oui. chose comme Oui. ça, a voulu vérifier qu'est-ce qui fait l'efficacité d'un groupe humain. Et en fait, ils étaient retombés sur les mêmes choses. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si l'humain est très complexe, on sait en fait comment Oui. le faire fonctionner en mode coopération, etc. Donc il suffit de prendre ces fondamentaux, de les injecter dans ce qui se fait aujourd'hui Mhm. et de regarder qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la crise qu'on traverse, par rapport au travail hybride, au télétravail. Et puis, on va trouver les solutions. On va les Mhm. trouver. Elles sont là, quoi. On a tout ce qu'il faut pour trouver les solutions. Alors, je vous invite justement à aller regarder l'interview qu'on avait fait il y a de ça quelques mois. Vous allez sur le site evolua.fr et vous allez dans les capsules, vous verrez. Et puis là, il y a toutes les capsules. Et puis, il y en a une justement avec Julien, c'est ITV. Donc, vous allez dessus et donc on discute justement de tous ces sujets-là. Et voilà. Pour le coup, merci Julien en tout cas d'avoir participé. Euh, Retrouvez donc Sistorga sur sistorga.fr, leur site internet, sur les réseaux sociaux aussi, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur evolua.fr. Donc, vous aurez tous les catalogues de formation, d'accompagnement, enfin de conseils, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les regarder, c'est téléchargeable aussi. Vous avez donc tous les webinars qui sont disponibles sur le site.
avec des Evoluatel Live et autres. Abonnez-vous surtout, puisqu'il y a d'autres sujets qu'on va traiter. Avec Julien, on en fera d'autres, hein, pas là bientôt, mais on en fera d'autres, je pense, dans l'année. Donc, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires, on y répondra. S'il y a des commentaires qui sont liés au sujet, Julien y répondra aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, n'oubliez pas, l'humain est au cœur de la création de valeur. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Salut, Julien.